Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être déplacés pour effectivement discuter, parce que je vais faire une petite présentation, je pense 3/4 d'heure quand même, pour qu'on puisse discuter de cet objet de coopération qu'est le pôle métropolitain, important effectivement dans cette période où cette question de la coopération est au cœur de beaucoup de débats. Comme l'a dit Philippe, moi je suis arrivé ici en janvier 2004, donc ça commence à faire un petit peu de temps. Auparavant, j'arrivais de l'Est de la France, de Montbéliard. Puis en étant passé par Lyon, je suis géographe, je suis urbaniste. Et petit à petit, je suis passé de la petite échelle du projet urbain de la place à Lyon, jusqu'au grand territoire. Donc je ne sais pas si je vais redescendre après les marches de l'escalier pour repartir vers l'espace public et les petites places. Mais voilà, c'est un élément très important. Et du coup, voilà, bientôt, enfin voilà, 15... nous sommes en 2019, donc oui, 15 ans à construire petit à petit cet élément, et c'est important. Donc avant d'entrer spécifiquement dans le pôle, et faire un petit rappel du SCOT que j'ai choisi parce que je l'ai déjà présenté, donc vraiment de faire un tout petit rappel. Je vous propose un détour sur l'objet qu'on appelle métropole, que je vais appeler plutôt, pour moi, aire métropolitaine ou région métropolitaine, comme le font les Allemands ou comme on le fait à l'échelle européenne. Puisque derrière moi, je vais faire apparaître la carte des gouvernements métropolitains et la métropole en tant qu'intercommunalité, les 22 de France, avec les différents âges. En vert, c'est les premières. En orange, c'est celles qui ont toqué à la porte après, auprès de l'État pour dire bah oui, non, mais je veux faire partie du club. Donc voilà, ça c'est. Et c'est pour ça que je ne vais pas me lancer dans une discussion de qui est, comment, qu'est-ce qui fait qu'on est métropole ou pas. Ça mériterait 2 heures ou 3 heures en tant que tel, et masse de chiffres. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de se dire que si on prend par exemple l'OCDE, quand elle analyse les différentes dans ces 32 pays, donc des États-Unis au Japon en passant par l'Europe, la question métropolitaine, elle parle plutôt d'air avec des tailles. On est une aire métropolitaine moyenne quand on est entre 250 et 500 000 habitants. Nous, on est 600 000, donc vous voyez, on est un tout petit peu plus que l'aire métropolitaine moyenne. On devient aire métropolitaine autour de 500 000 et on devient grande aire métropolitaine à partir d'1,5 million. Et puis il y a les super méga que sont les villes-mondes, bien entendu, qui sont au-delà des 10 millions. New York, Paris, enfin voilà, toutes ces villes-là qui sont dans une autre dynamique. Mais j'aime beaucoup cette carte du CGET, puisque vous voyez, au 1er janvier 2018, 22 métropoles pour renforcer l'alliance des territoires. Donc c'est très bien. Du coup, ma présidente est au cœur de ce terme qui a été repris. Et c'est, vous allez voir, quand on va faire un petit tour de France d'abord. Je vous convie à un court et petit tour de France. Vous allez voir que les situations sont très contrastées et qu'il n'y a pas d'un côté les métropoles, territoires périphériques, et qu'il y a à l'intérieur des métropoles des territoires contrastés. Première carte, cette carte-là qui est aussi du CGET, où vous avez les métropoles, ni la métropole ni les territoires environnants ne connaissent une dynamique de l'emploi favorable. Donc dans cette catégorie, vous avez Nice, vous avez Rouen. Donc on voit bien que la condition métropolitaine n'est pas une condition suffisante à elle seule pour être en forme et pour aller bien. Vous avez une deuxième type. La dynamique de l'emploi n'est pas partagée avec les territoires environnants. Lille, Toulouse, Montpellier. Alors Lille, avec une spécificité de Lille, Lille est sans doute la métropole, l'espace métropolitain qui couvre le plus son aire urbaine, puisqu'on est à peu près à un taux de 90%, plus de 90% de l'aire urbaine qui est couverte par l'intercommunalité, donc le gouvernement métropole. Nous, on est plutôt à 61%.
Et le Grand Paris, on tangente les 50%. Vous voyez cette histoire aussi de relation aux éléments plus grands. Et puis, les territoires environnants connaissent une dynamique de l'emploi plus favorable que celle de la métropole. Donc c'est quand le cercle à l'intérieur des grands ronds bleus est blanc. Donc on a Grenoble, on a Strasbourg dans cette catégorie-là. Et puis, on a un deuxième type de métropole qui est, comme la métropole, comme les territoires environnants, connaissent une dynamique de l'emploi favorable. Et là, on a tout l'arc atlantique, en fait, et Lyon et Marseille en plus, qui sont dans cette catégorie-là. Donc, c'est aussi une géographie extrêmement importante à avoir en tête quand on parle de la dynamique métropolitaine. Il n'y a pas une dynamique métropolitaine, il y a des dynamiques métropolitaines. Deuxième extrait, les deux tableaux qui sont là sont des extraits du rapport de l'OCDE de décembre dernier. J'ai pas eu le temps de passer par un petit logiciel qui permet de ne pas faire que ça soit trouble, mais c'est le taux de pauvreté dans les principales aires métropolitaines. Vous voyez les USA, entre l'élément le moins pauvre et le plus pauvre, la différence. Hein. À l'extrême, la Norvège, avec Oslo, qui est la seule grande métropole. Et vous avez la France ici, où là où il y a le taux de pauvreté le plus faible, c'est à Nantes. Là où il y a le taux de pauvreté le plus fort, c'est à Marseille. Et vous avez ici la moyenne. Et vous voyez où on est. Donc voilà, autre élément important à avoir en tête quand on parle de notre territoire sur cet élément-là. Et vous avez deuxième graphique. Donc c'est des chiffres de 2016. L'inégalité sur les revenus disponibles. Revenus est toujours pareil. Vous voyez où on se situe quand on est, alors là, le plus inégalitaire avant les USA, on est au Chili, en fait. Le Canada aussi, avec des choses très, très rapprochées. Oslo, toujours la Norvège, de ce côté-là, le Danemark. Et vous avez Nantes, ici, et Paris, pour la France. Donc là aussi, chaque fois, Nantes est en bas dans cette question de relation entre les plus riches et les moins favorisés. Donc c'est un élément aussi important pour bien comprendre la dynamique dans laquelle on s'inscrit, nous, ici, à Nantes-Saint-Nazaire, sur ces éléments-là. Autre élément de contexte, il n'y a pas que Nantes qui va bien. Vous voyez aussi ici, évolution du PIB régional en valeur entre 2010 et 2015. Quand c'est foncé là, c'est là où ça va, c'est le moins fort. Plus clair, oui, le plus clair. Et quand c'est le plus foncé, plus de 12%, c'est le plus fort. Il n'y en a que 3 en très foncé. Hein. Autour de Toulouse et de l'Occitanie, Bretagne, Pays de la Loire. Donc là aussi, autre élément très très important à avoir à l'esprit, c'est cette dynamique. Mais quand on a une réflexion infra, une région cache tout périmètre cache des disparités en son sein. Et c'est cette deuxième carte où vous voyez en bleu les territoires qui vont plutôt bien, en rouge les territoires qui vont plutôt mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas dans les Pays de la Loire, notamment en Mayenne et en Sarthe. Donc voilà, hein. Ceci cache une disparité à l'échelle même des Pays de la Loire. Mais vous voyez la disparité nationale, extrêmement importante. Hein. Vous avez en rouge très foncé les territoires en difficulté. Ensuite, les territoires en recherche de cohérence économique, ce sont ces petits territoires-là. Et puis, il y a des territoires en restructuration qu'on retrouve notamment ici dans le Limousin ou en ex-Basse Normandie. Et non, nous sommes dans cette catégorie des territoires en croissance globale avec l'aire urbaine et le parti de l'Ouest à portefeuille d'activité, puisqu'effectivement, plus on va vers Saint-Nazaire, il y a un portefeuille d'activité très spécifique qui porte la croissance. Alors, je ne vais pas vous faire une définition de la métropolisation, mais pour moi, mon propos, c'est de se dire à quoi cette dynamique de métropolisation, elle invite, quand on commence à parler, mon titre, c'était coproduire à grande échelle.
D'abord, ce n'est pas répliquer simplement un territoire urbain en plus grand. Ça serait faux de penser ça. On n'est pas en train de parler d'administrer une ville en plus grand et on réplique les choses. C'est un peu ce qu'on a tendance à faire avec le gouvernement métropolitain. On dit, bah, voilà, on va gouverner, on va élargir le périmètre et tout va bien aller. Non, ce n'est pas simplement un territoire urbain en plus grand. La métropolisation, elle engendre une forme de fin des frontières, délimitant des espaces finis, ainsi mis sous contrôle, c'est cette question du gouvernement, mais engendrant des situations d'emboîtement ou de côtoiement. C'est qu'effectivement, on a des gouvernements qui s'appellent métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes, mais à l'intérieur de ces EPCI, la commune, de cette intercommunalité, pardon, je vais essayer de ne pas jargonner, l'intercommunalité et les communes, on a aussi ce rapport-là d'emboîtement et de côtoiement, et c'est une forme de fin de ces frontières-là que ça engendre, la métropolisation. Deuxièmement, ça nécessite donc une gouvernance. Alors une gouvernance, c'est quoi? C'est une construction progressive, et ça c'est un élément important, c'est la question du facteur temps. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Donc ce qui se construit prend du temps. D'un système politique, c'est de l'organisation, et j'aurais dû le mettre au pluriel, des organisations, des règles et des pratiques, parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de gouvernance, il y en a plusieurs, qui président à la décision et à l'action dans un monde de souveraineté partagée. C'est aussi ça l'élément majeur désormais de cette question du développement et de pourquoi les pôles métropolitains peuvent exister et existent, et où les PETR, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, dans d'autres circonstances, existent ailleurs. Dernier élément, elle appelle quoi, la métropolisation? La mise en système de territoires contigus et hétérogènes. Effectivement, il faut travailler avec les voisins, mais forcément, quand on est Nantes Métropole et qu'à côté on a Erdre-et-Gesvres, c'est pas tout à fait la même chose. Ou le vignoble nantais, ou la communauté de communes de Grandlieu. Donc on est hétérogène. Et ce système, la mise en système du territoire, elle est à la fois verticale entre l'intercommunalité et la commune, et elle est à la fois horizontale entre les intercommunalités entre elles, mais parfois aussi entre les communes. Et ça veut dire créer des lieux d'entente et de discussion. Et c'est ça l'élément majeur de la construction de dynamique de coopération territoriale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça convoque à assumer la complexité. Oui, c'est pas simple. C'est évident. Enfin, voilà, pour nous, ça l'est. Pour la population, moins. Mais ça convoque à assumer ça et à l'expliquer et à faire de la pédagogie. Et c'est extrêmement important. Vous allez le voir. Alors, et puis, derrière, on a deux mouvements de fond que je ne vais pas détailler beaucoup, mais que, quand même, qui sont pour moi importants. Le premier, le passage progressif vers un urbanisme de processus. Ça, il faut avoir ça aussi en tête. Si je fais... j'ai pas écrit là-dessus, j'ai pas fait de thèse là-dessus, donc je vais être prudent, mais c'est une sorte de cinquième âge depuis la loi, depuis le début de la loi d'orientation foncière, l'après-guerre de 1945, de l'urbanisme. On a eu l'après-guerre où il fallait produire de l'espace urbain. Le choc pétrolier, on se réinterroge sur ce que c'est. Les années 80, c'est l'apogée des zones d'aménagement concerté, où on produit la ville. Aujourd'hui, à Nantes Métropole, 40% seulement de la production urbaine est faite dans des zones d'aménagement concerté. Ça veut dire que 60% est fait dans le diffus. Donc, voilà, ce sont des éléments. C'est très important, c'est moteur, hein, mais c'est un élément extrêmement important. Les années 2000, où le projet urbain à la française est né, hein, tous ces grands projets qu'on voit naître, l'île de Nantes, bien sûr, mais Confluence à Lyon, on peut les multiplier, et la reprise en main de l'État par certains côtés avec les opérations d'intérêt national, et toutes les lois, SRU, Grenelle, Allure. Et on rentre dans cette notion d'urbanisme de processus. Aujourd'hui, la Samoa ne fait pas que aménager et vendre du terrain à bâtir pour des promoteurs. Elle fait d'autres choses, elle fait le quartier de la création, elle fait de l'intermédiation, elle fait d'autres choses. Donc, en démultipliant les interactions et en renforçant le caractère collectif de l'urbanisme,
et en focalisant la stimulation sur le stock d'actifs. Le stock d'actifs, qu'est-ce que j'appelle par là? C'est la ville elle-même, c'est ses espaces naturels, c'est ses espaces urbains. Et en rompant avec quelque chose dont nous faisons partie avec le SCOT, et ça je partage beaucoup le point de vue là-dessus de Jean-Marc Hoffner, qui est le directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, en rompant avec l'urbanisme poupée russe. C'est-à-dire qu'on est encore dans l'image de la hiérarchie urbaine et la dernière loi mettant en place les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'équilibre des territoires, dit SRADET. Je l'ai fait sans tromper. Vient encore appuyer ça, c'est-à-dire cette vision, il y a un périmètre, et ce périmètre impose à celui du dessous, qui impose à celui du dessous, qui impose à celui du dessous. C'est SRADET, SCOT, PLUI, ZAC. Et c'est plus ça le système. Ça doit plus être ça. C'est plus de mouvement dans le système. Et puis, il y a un autre élément de fond. Ça ne va pas faire là, c'est de copier-coller. C'est les injonctions environnementales. La préservation des ressources. La ville, ce que j'appelle healthy, la bonne santé, le bien-être, c'est un élément moteur et aujourd'hui un élément majeur de ce que doit conduire aujourd'hui, ce que doivent être les politiques urbaines. Et puis les bouleversements climatiques qui s'obligent à adapter. Vous verrez, on parlera d'une opération sur l'habitat périurbain. Avoir une façade au nord, enfin avoir une terrasse au nord, ce sera peut-être, dans 20 ans, une notion de bien-être. Mais voilà, ce sont des éléments, et avoir des grandes baies vitrées au sud, d'une notion de mal-être. Si on n'a pas de dispositif. Voilà. Et la logique de compensation qui se multiplie. On est dans un monde où cette logique de compensation, la ville de Paris l'a mis. Alors il y a compensation zone humide, on la connaît, on détruit une zone humide, on la compense x2. On défriche un boisement de plus de 5000 m², on le compense x2. On transforme des logements en bureaux à Paris, on compense x2. Enfin voilà, c'est cette logique de la compensation qui est rentrée, et avec une dynamique qui est dans la loi de biodiversité de cet été, enfin dans le projet de loi, et du zéro artificialisation nette, qui est dans l'esprit des législateurs. Le zéro artificialisation nette, c'est quoi? C'est si je prélève, je restitue. Mais compenser, donc compenser. Donc voilà, ce sont des formes aussi qui nous convoquent à penser autrement. C'est pas exhaustif, ça mérite d'être fouillé, mais c'est un élément important. Et puis, une dynamique renouvelée des finances publiques, c'est un mot poli pour dire moins d'argent. Juste, ça date un peu, hein, c'est 2013, mais je trouvais le schéma bien fait, il faut que je le retrouve, parce que c'est le cabinet Roland Berger qui avait fait ça. Et voilà, à l'échelle de la France, les dépenses publiques, les administrations sociales, les administrations centrales, les administrations publiques locales, ne pas oublier ça quand même, hein, quand on parle dépenses publiques, et cette répartition-là. Et à l'intérieur des administrations publiques locales, ce que font les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, et le bloc communal, le bloc historique, et comment on les dépense. En frais de personnel, c'est un quart de tout ça, donc c'est un quart de 21%. Alors je défends ma paroisse peut-être, hein, mais les achats externes, les dépenses d'intervention, les subventions d'équipement, les dépenses d'équipement et autres, c'est extrêmement important. Aussi, cette raréfaction de l'argent public oblige à travailler autrement, public-privé, mais public aussi de manière public-public, de manière horizontale, et non pas comme on l'a beaucoup fait. Les subventions, du coup, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, en fait, ça devient très faible, parce que cette logique, et ça, les différentes lois sont venues clarifier les compétences. Et coproduire, c'est pas subventionner et faire des chèques. Coproduire, c'est autre chose. Et donc, qu'est-ce que sont que les pôles métropolitains là-dedans? Alors, j'ai fait un petit détour sur ce que c'est. Puis là, je vais vous reconvoquer un petit tour de France. C'est d'abord un établissement public constitué d'intercommunalités à fiscalité propre, donc des EPCI,
Il y en a 1100 en France. Il y a 35 000 communes, 1100 EPCI. Voilà, c'est ça à peu près les chiffres. Hein. On a perdu 1000 communes à peu près avec les communes nouvelles. Grosso modo, je n'ai pas le chiffre exact en tête, hein, mais c'est à peu près ça par la fusion. Alors, il y en a beaucoup à Mauges Communauté à côté de chez nous, hein, parce qu'eux, ils ont fait très très fort. Et forcément, il faut une intercommunalité comptant plus de 100 000 habitants. Donc ceux qui se lancent dans un pôle métropolitain, bon, ils ont pas réussi, ils ont tout juste franchi le seuil et ils ont reconvoqué ça pour les... Mais c'est nos voisins bretons de Quimper, puisqu'ils sont à 100 412. Donc ils ont pu se lancer dans le pôle métropolitain, mais ça leur a pas valu succès pour l'instant. Mais voilà, donc l'objectif, alors l'objectif, il a été simplifié, parce que dans la première loi, c'est issu de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, moment où, nous en parlions tout à l'heure avec Jean-Yves Fayère, le gouvernement Sarkozy-Fillon voulait mettre en place le conseiller territorial, et il y a eu et la première loi sur les métropoles qui n'a été mise en œuvre que par Christian Estrosi à Nice. Il y a eu un contre-feu par les associations locales qui a France Urbaine, qui s'appelait l'Association des communautés urbaines de France à l'époque, et la DCF, pour mettre en place cet outil pôle métropolitain. Mais la loi, les DGCL, avait fait quelque chose de très très compliqué, qui a été simplifié au moment où, sous le gouvernement Hollande-Hérault, au moment de la loi NOTRe, de la première phase de la loi NOTRe, et qui est extrêmement important. Donc c'est promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. Et comment ? C'est bien beau, ça, ce sont des beaux mots, hein, mais voilà. Comment ? Soit en exerçant en lieu et place de ses membres des compétences. Alors ça, c'est assez traditionnel. Une intercommunalité, c'est la base même du Code général des collectivités territoriales. Elle exerce en lieu et place de ses communes un certain nombre de compétences. Alors, soit générale, la compétence a complètement été dépossédée de la commune, soit des critères de taille, de superficie, etc., de nombre d'emplois. Bref, l'intérêt communautaire est très imaginatif, et les assemblées sont très imaginatives pour définir l'intérêt communautaire. Il y aurait une petite exégèse à faire qui serait assez rigolote. Et c'est surtout ce point-là qui est intéressant et qui est nouveau, parce que ça, c'est pas nouveau en fait, hein, mettre en œuvre des compétences, voilà. C'est mettre en œuvre par délégation des actions d'intérêt métropolitain. Premier terme intéressant, je vais terminer par les actions. Intérêt métropolitain. L'intérêt métropolitain, il est extrêmement important. Il n'est pas défini, je ne l'ai pas dit, et j'aurais dû le mettre, c'est une forme de syndicat mixte. Cette forme de syndicat mixte, il y a donc les membres qui envoient des représentants. Ce n'est pas le conseil du syndicat mixte qui décide de l'intérêt métropolitain. Il faut qu'il y ait une délibération, des délibérations plutôt, je vais les mettre au pluriel, concordantes de tous les conseils des membres. Donc en clair, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, l'action ne peut pas se faire. Et deuxième élément, mot très important, c'est action versus compétence. Une action, c'est à l'intérieur d'une compétence, mais c'est quelque chose de circonscrit, dans l'espace, dans le temps, et surtout de réversible, et facilement réversible, et à durée déterminée. Et c'est ça qui est important, et ça nous confère à la notion de projet. Et ça. Nous, là-dedans, tu l'as rappelé, Philippe, nous sommes issus du syndicat mixte du SCOT créé en 2003, juin 2003, le vote, et transformé en 2012 en syndicat mixte de SCOT. On rassemble un gouvernement métropolitain, une agglomération littorale et 3 communautés de communes périurbaines et rurales, soit 61 communes. On exerce une compétence, et une seule, en lieu et place de nos membres. Ce sont eux qui sont compétents et qui nous l'ont délégué. C'est le schéma de cohérence territoriale. Mais on peut intervenir dans 4 domaines d'action: mobilité, protection de l'environnement, développement économique, accompagnement opérationnel. On a une liste dans nos statuts, c'est écrit dans nos statuts, limitative. Ça ne veut pas dire demain qu'on ne pourrait pas s'occuper de, on va dire, culture, par exemple. Mais ça voudrait dire que l'ensemble de nos 5 membres soient compétents en matière de culture, ou de petite enfance, ou etc., etc. Le Code général des collectivités nous laisse toute latitude.
pour peu que ça soit un élément commun, une intersection entre les domaines de compétences de nos membres. C'est extrêmement important ce que je viens de dire, eu égard à la nouvelle loi sur les mobilités qui est en cours de préparation, puisque un certain nombre de blocs de compétences qui seront exercés par la région et des blocs de compétences qui seront à la carte pour les intercommunalités. Si elles ne les prennent pas, il y en a un bloc de 5-6 compétences. Si elles ne les prennent pas de la même manière, on ne pourra pas les exercer ensemble. Donc c'est extrêmement important, cette question-là, et elle conditionne après l'exercice futur. Le périmètre, avec ses limites, il n'y a pas le Sud, il n'y a pas la presqu'île, mais on peut travailler autrement. Je devance des éventuelles remarques auxquelles je suis habitué. Mais on peut dépasser ça, vous allez voir. Les pôles métropolitains en France, je vous les ai mis par rapport aux 13 grandes régions. Alors, je vais commencer par l'Île-de-France, puisqu'il y en a un, il est perdu en Île-de-France. Ça leur a permis, c'est Seine-Aval, en fait. Ça leur a permis de créer, en fait, la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, il perdure, il existe, parce qu'il y a des contrats avec le département des Yvelines. Donc, voilà, c'est pour ça, mais c'est plus anecdotique. Dans le grand texte, il y en a 4. Bourgogne-Franche-Comté, 2. Auvergne-Rhône-Alpes, 3+1. Alors 3+1 parce que Clermont-Ferrand a choisi de ne pas être dans le statut du Code général des collectivités, mais dans un statut associatif. Donc c'est pour ça que je mets 3+1. PACA, vous voyez, PACA, tac, Occitanie, Aquitaine. On va y revenir. Je vais faire le tour de France, je vais vous expliquer. La région centre, il y a 2 métropoles, pourtant. Métropole deuxième génération, mais 0. Pays de la Loire 4, Bretagne 2, Normandie 3 et Hauts-de-France 5. Et je vous expliquerai aussi la situation très particulière des Hauts-de-France en la matière. La carte, alors la carte par jour, parce que ça va vite. Il y en a 25, entre 25 et 28. Dans les 28, j'ai mon Quimper là, qui se promène. Je vais partir de PACA, parce que PACA, vous voyez là, vous n'en avez pas sur cette carte-là qui date un peu. Bah si. Il y en a un qui vient d'être créé, qui s'appelle Cap Azur. C'est Grasse, Antibes, Cannes. Mais il n'y a pas la métropole de Nice dedans. C'est juste à côté. Peut-être pour mieux peser, peut-être pour faire des choses ensemble, certainement. Et on va y revenir parce que ça vous dira un certain nombre de choses derrière. Gardez en mémoire ce que je viens de vous dire. On passe à Auvergne-Rhône-Alpes. Un très particulier puisque c'est le franco-genevois français. Franco-genevois français qui, aujourd'hui, vous le verrez sur les outils, sur la typologie que je vous propose des pôles métropolitains, ça peut être un outil de lobby. Il y a une semaine, le pôle métropolitain du genevois français vient d'assigner le canton de Genève au tribunal fédéral suisse, puisqu'en fait, pour vous donner l'idée, il y a beaucoup de résidents suisses en France, à Annemasse, etc., qui ont leurs enfants scolarisés en France. Mais parce que aussi l'État de Genève leur a interdit d'emmener leurs enfants en Suisse. Mais ne donne pas de sous aux écoles françaises. Donc, l'État et les collectivités du franco-genevois ont assigné l'État suisse et l'État du canton de Genève devant le tribunal fédéral suisse sur cette question-là. Ça date d'à peine 10 jours. Voilà ce que peut faire aussi un pôle métropolitain très particulier. Grenoble, qui n'y arrive pas, ne fait pas partie. Grenoble est aujourd'hui à un SCOT, cherche à faire un pôle métropolitain, mais est en panne sur cette question-là. Le pôle métropolitain lyonnais, qui s'est mis en pause avec le départ d'un maire vers Paris et puis qui se remet en marche après son retour. Je suis lyonnais, donc voilà. Je peux en parler de manière tout à fait libre. Il y en a un nouveau que je n'ai pas sur cette carte qui est entre Chambéry et Annecy, qui fait partie des chiffres que vous avez ici. Après, on passe en Bourgogne-Franche-Comté, où là, c'est quelque chose que je connais bien. C'est le pôle métropolitain Nord-Franche-Comté. J'y ai travaillé pendant 5 ans. C'est Belfort-Montbéliard qui se parle enfin.
hein, 14 km. Hein. Il y en a 64 entre Nantes et Saint-Nazaire, là 14. Et puis le pôle métropolitain centre-Franche-Comté, et vous voyez que là on est plutôt sur des réseaux de villes. On passe dans le Grand Est alors, avec là 3 sens Chaumont sur l'initiative de François Baroin. Ici, le pôle métropolitain d'Alsace, auquel il y avait au départ Strasbourg et Mulhouse, puis à Colmar, et puis maintenant on a Haguenau et Sarrelouis qui sont venus s'y agréger. Le sillon lorrain est autour de Nancy, un pôle aréolaire. Je vais aller un peu plus vite. Je passe ici en Occitanie, où en fait il n'y a rien autour de Toulouse. Il n'y a que Nîmes-Alès en pôle métropolitain en Occitanie. Montpellier n'est dans aucun système, en tout cas structuré, de dialogue territorial. Aquitaine, bah vous voyez, il y a un pôle métropolitain à cheval sur l'Aquitaine et les Pays de la Loire, qui est le pôle centre-atlantique, qui va de Fontenay-de-Comte à Rochefort à Niort et La Rochelle, bien sûr. Il n'y a pas Poitiers dedans. Je remonte petit à petit. Le cas très particulier des Pays de la Loire, avec le Chapelet, puisqu'on est très cousins en fait, entre Le Mans, Angers, Nantes-Saint-Nazaire et Brest, on fonctionne, on gère tous la stratégie réglementaire avec le SCOT et des actions dites d'intérêt métropolitain. Et puis le pôle métropolitain plus de réseau et de lobby, le pôle Loire-Bretagne qui est à cheval sur les deux, donc qui compte en fait dans les deux ici. Hein. La Normandie qui se structure enfin. Alors, il y a Rouen qui essaie de dialoguer avec Elbeuf. Il y a autour du Havre avec la rive sud. Voilà, ils y sont arrivés, donc c'est très bien. Et puis Caen. Et puis le cas particulier des Hauts-de-France. J'ai mis une carte plus détaillée parce qu'on peut se dire waouh, ils ont une super dynamique, les Hauts-de-France. Alors il y en a un historique ici, qui était un syndicat mixte de Scott. Vous voyez la MEL, la métropole européenne de Lille, la grande région des Hauts-de-France. Mais en fait, cette multiplication des pôles métropolitains quand on peut, hein, plus de 100 000, hein, c'est là-bas, c'est une dynamique Xavier Bertrand en fait. Puisqu'il a conditionné les aides de la région à la formalisation en pôle métropolitain. Donc ça aide. Donc voilà, ce qui explique le chiffre de 5. Donc voilà, je vous avais promis un petit tour de France commenté, mais c'est important de bien comprendre. Et donc, que font-ils? Il y a déjà 2 typologies, les pôles métropolitains, soit de réseau, soit d'air. Une prédominance des rôles de lobbying, de renommée, forcément. Enfin voilà, ça va un peu ensemble, mais quand on est le centre Franche-Comté, c'est aussi pour exister, et pour partager aussi des projets, hein, mais de dialogue, bien entendu. Les principaux thèmes, vous les voyez ici, attractivité, tourisme, mobilité, développement durable, santé, et puis des moyens limités de 1 €. Alors ça, c'est Cap Azur à Cannes, Antibes, Nice. C'est l'euro symbolique. C'est pour pas montrer qu'on crée de nouvelles structures, etc., etc. Donc ça part d'un bon sentiment, hein, et qu'on fait. Mais il y a un moment, à 1 million d'euros, donc on est sur des petits budgets à l'aune des budgets des collectivités avec lesquels on pense, hein, 380 millions d'euros à la Carène. Enfin voilà, hein, je rappelle juste des ordres d'idées. Ça peut paraître beaucoup à l'échelle individuelle, mais voilà. Nous sommes un outil singulier dans le paysage institutionnel national. Parmi les 10 premières métropoles en termes de poids de population, il n'y a que Lyon et Nantes qui sont engagés dans un pôle métropolitain. Avec ses défauts de périmètre, etc. Mais bon, voilà, c'est une posture. Donc nous, on est un outil rassemblant... Alors ça, c'est assez facile à faire, hein, parce que
c'est la géographie et la matrice de l'estuaire qui nous permet ça, mais on est le seul à avoir à la fois une métropole et une agglomération littorale, donc c'est extrêmement important. Pour formaliser une stratégie, et ça depuis longtemps, et ça c'est extrêmement important, on a une stratégie parce que le pôle lyonnais, le SCOT n'est pas sur le même périmètre que le pôle métropolitain. Et le pôle métropolitain est discontinu. Il y a Lyon, Saint-Étienne, il n'y a pas Givors. Bizarre. Yep. Et la mettre en œuvre surtout. Et c'est ça hein, l'important. Et cette capacité de mise en œuvre, elle se voit aussi, c'est qu'on est actionnaire de SPL, de la Samoa, de Terre d'Estuaire, qui est l'équipement touristique de l'estuaire qui était inauguré ce soir à Saint-Étienne, à Cordemais, pardon. On est membre bien sûr des 2 agences d'urbanisme, mais par exemple aussi de la Maison de l'architecture des Pays de la Loire, parce que pour nous c'est extrêmement important cette question du projet urbain, et parce que c'est dans l'ADN des villes de Nantes et de Saint-Nazaire et de tout ce qui a été impulsé depuis des années sur cette question du projet urbain. Et on va y revenir. Et puis je vous ai mis 3 citations avant de rentrer dans le cœur du sujet, de ce qu'on fait. Parce que pour moi, elles sont fondatrices. Et je vais commencer par celle de la fin, qui est d'un Grand Prix de l'urbanisme de Christian de Villers. J'en ai rediscuté avec lui, parce qu'il l'avait oublié, sa citation, parce qu'il l'avait mise dans un livre. Il me dit, bah, c'est vachement bien cette phrase. J'ai dit, bah, c'est toi qui l'as écrite. Les grands territoires n'existent pas a priori, mais à travers une vision, une politique qui les constitue comme lieu de projet. Et ça, c'est extrêmement important. C'est, voilà, une politique. Et la seule adaptation que je me permettrai à la citation de Christian de Villers, c'est que je mettrai un S à projet, parce que je ne crois pas au projet unique, mobilisateur, et je crois à la somme de projets. Deuxième marqueur, qui est Daria Masboudji, autre Grand Prix de l'urbanisme, et grande contributrice à l'urbanisme français, qu'elle avait fait lorsqu'on avait fait l'atelier des projets urbains. Agir, c'est se mettre en marche sans attendre que toutes les conditions soient réunies pour se faire, sans attendre d'avoir tout réglé auparavant en termes de gouvernance et de moyens. Et ça, je pense que c'est dans l'ADN de Nantes-Saint-Nazaire, depuis le début de l'histoire. Que ce soit à Nantes ou à Saint-Nazaire, quand on transforme l'île de Nantes, quand on fait Villeport. Si on avait attendu que tous les feux soient verts, on y serait peut-être encore. Donc c'est un élément important. Et puis, Jean-Marc Michel, qui était directeur général de l'aménagement du logement et de la nature, donc du ministère, au moment de ce document-là, avait écrit voilà, le défi majeur de l'urbanisme contemporain, comment concevoir et conduire un projet de territoire à très grande échelle, en rassemblant des agglomérations, des communes de plus petite taille dans un écrin naturel fragile. Ça résume notre contexte, qui est aussi un contexte national, et comment on fait cela. Donc voilà, 3 phrases qui pour moi sont des marqueurs extrêmement importants, et je le dirais pas mieux qu'eux, donc pas mieux. Hein, donc voilà, autant les citer. Petit détour par le schéma de cohérence territoriale, rapide, pour vous dire qu'il est approuvé depuis 2016, qu'il intègre les différentes lois. En tout, on intègre une trentaine de documents supérieurs. Hein, c'est pour vous donner l'état de la schématologie française. Par contre, ce qu'on a fait et qui est extrêmement important, c'est qu'on a... Alors, ça parle à personne, et c'est tant mieux parce que c'est extrêmement technique, mais c'est important. C'est qu'on a synchronisé les documents cadres. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un SCOT et puis le SCOT enfin un PDU, puis le SCOT est approuvé après. Et les 2 PDU des 2 agglomérations sont faits en même temps. Les 2 PLH des 2 agglomérations sont faits au même moment, après le SCOT. Voilà, donc c'est imperceptible, ça, cette chose-là, mais elle est extrêmement importante. Et puis, élément mais majeur, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, c'est que le SCOT 1 a été traduit dans 61 PLU communaux, le SCOT 2 sera traduit dans 5 PLU intercommunaux. C'est un bouleversement. Et ça nous amènera à écrire un SCOT 3 totalement différent du SCOT 2. Radicalement. Vous avez les dates derrière. Une petite particularité pour Estuaire et Sillon, puisque c'est le PCI qui a fusionné, auquel faisait allusion Philippe dans son introduction, qui arrivera sur ces 11 communes à un PLUI plutôt sur 2021-2022. Pays de Blain, c'est plutôt 2021. Ils n'arriveront pas à le finir avant les élections, donc ça repousse un tout petit peu après.
Nous sommes en train de mettre un dispositif de suivi de la consommation d'espace en partenariat avec l'État et la profession agricole. Et puis, nous avons prévu une mise à jour prévue en 2021, notamment sur la question commerciale, sur l'intégration du SRADET, sur les dispositions de la loi Elan, et puis aussi pour peut-être savoir ce qu'on fera de Nantes Atlantique, c'est aussi un élément important. Mais pour l'instant, comme je rappelle souvent, on peut gommer ce qui se passait sur le plateau, mais je ne sais pas dessiner au jour d'aujourd'hui ce qui se passe autour de Nantes Atlantique. Et donc l'élément important, c'est la mise en projet, avec un premier élément, c'est que depuis 2009, nous sommes éco-cités. Parmi les 13 initiales, 21 au jour d'aujourd'hui, avec une dynamique de projet construire la ville autour du fleuve. C'est un élément sur lequel on communique peu en fait, pas assez sans doute. On est le seul grand territoire en fait. Rennes Métropole, c'est Via Silva, c'est au bout du métro. Ici, c'est autour de la gare Saint-Jean, c'est autour de la gare Matabio. Enfin voilà, je ne vais pas faire tout le tour, mais on est sur des morceaux de ville. Nous, on est sur un espace beaucoup plus large. Alors cette carte est historique, hein, parce qu'elle date de notre candidature en 2008. Mais ça nous a permis quoi? Ça nous a permis ça. Ça nous a permis d'arriver aux investissements d'avenir et de rapporter 36 millions d'euros au territoire pour faire des projets de transformation. Et ça, c'est un... Vous voyez, le porteur de projet, c'est le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. C'est le site, hein, c'est un site qui existe, je pourrais vous... qui fait l'état de tous les projets éco-cités. Et donc, parmi, et vous voyez qui a bénéficié ici, donc, et qui on continue, hein, puisque ça se termine en 2020. L'opération du karting sur l'île de Nantes, subvention Ville de Demain, première action Ville de Demain en France. E-Link, la guinguette qui va ouvrir vendredi prochain. Le projet de ferme du quartier des Goards, Pirmille-les-Îles, Libertane, la carte que nous avons pour certains dans notre poche, elle existe parce qu'il y a eu 2 millions d'euros de Ville de Demain qui ont permis d'accélérer les choses. Le Ibusway qui va venir, 6 millions d'euros. La billettique intelligente du réseau Stran qui est aujourd'hui mise en place et l'ICO avec une possibilité d'interopérabilité qui est en cours d'étude avec Libertane, voilà, c'est la même chose. Le BHNS de Saint-Nazaire, Basemis qui est un outil de mesure des gaz à effet de serre. Bref, je ne vais pas tout répertorier, mais c'est un métier peu connu du pôle métropolitain qui est cette dynamique de coordination des candidatures pour être plus fort vis-à-vis de l'État. Parce que c'est bien ça. Ce n'est pas nous qui avons conçu les projets, mais la coordination et le fait d'y aller ensemble permet d'avoir plus, en fait. Et puis, on a un plan d'action, alors qui est à l'origine, là, je vous ai mis Savenay, on a commencé, mais ça, j'ai déjà dit quand on est venu là, on a historiquement, depuis 2008, aidé des territoires périurbains à développer des projets urbains. Ici, on est au pied de la gare de Savenay, hein. Gare de Savenay, gare extrêmement bien desservie, 42 trains par jour vers Nantes, 42. Et donc, comment on fait 400 logements au pied de la gare, à 17 minutes de Nantes et à 13 de Saint-Nazaire. Grosso modo, je résume, et c'est aujourd'hui passer d'un daïré communautaire à la communauté de communes d'Estuaire-et-Sillon, et ça va enfin rentrer en phase opérationnelle. C'est le début de l'histoire de nous, de se mettre en projet pour le pôle métropolitain. Je passe sur les images. Et nous, maintenant, désormais, voilà, notre ligne de conduite, on expertise un domaine. Quels sont les défis, les enjeux du domaine? Qu'est-ce que fait chacun? Et quelle plus-value du collectif? On analyse la chaîne de valeur. C'est extrêmement important parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de valeur. Et cette valeur, dans l'activation, on peut l'amener de différentes manières. Soit de la coordination, soit de la coproduction. Soit on est animateur, soit on réalise. Et puis surtout, l'élément extrêmement important, c'est qu'il faut évaluer en permanence ce qu'on a fait, cette petite action, pour réinterroger les éléments de production. Donc on a un plan d'action que je vais vous détailler après, et je reviendrai à ces diapos-là à la fin. Je voudrais m'attarder, et ça c'est très nouveau sur cette carte-là, puisqu'avant on faisait le SCOT, donc le SCOT c'est du papier, et désormais nous conduisons des projets avec
en coproduction. Et ça, c'est toutes les communes sur différents projets sur lesquels nous intervenons. Et c'est bien, puisque ça veut dire qu'on commence à intervenir dans pas mal de territoires. Et l'élément fondateur de tout ça, qui est la suite d'Écocité, c'est l'appel à projet eau et paysage. 6 sites, 10 000 hectares, 6 situations qui caractérisent le rapport particulier qu'on a entre l'eau et le paysage ici à Nantes-Saint-Nazaire. Extrêmement important. Et pourquoi avoir choisi le vecteur du paysage? C'est choisi parce que, effectivement, d'une part, parce que Nantes et Saint-Nazaire n'avaient pas de tradition du grand schéma directeur d'urbanisme qui trace les choses comme on a pu avoir d'autres agglomérations, mais d'autre part, ce sont les espaces naturels et agricoles qui lient cet espace Nantes-Saint-Nazaire. C'est 80% d'espaces non construits, c'est 90% si on y intègre les jardins et les parcs publics. Et le paysage, c'est 5 éléments, pour moi, extrêmement importants. C'est d'abord un système de représentation culturelle et politique et sociétale. Ça détient des valeurs économiques extrêmement fortes, de tourisme, mais aussi pour tout à chacun dans sa propriété. C'est d'abord et avant tout la traduction de la forme d'habitat d'un espace et du résultat de cette interaction entre l'homme et les espaces naturels. Ça interpelle dans l'imaginaire de tout le monde, et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans l'âge que je disais de l'urbanisme de processus, on est passé aussi de l'architecte à la figure du paysagiste qui conduit les grands projets urbains. C'est pas pour rien. Ça interpelle la question du bien-être. Et puis le paysage, il permet une chose, conférée à la presse d'aujourd'hui, il permet d'intégrer la notion de mouvement. C'est-à-dire que, alors c'est antinomique, hein, il peut être aussi dans la notion de patrimonialisation. Pardon, j'ai du mal à le dire. Mais il peut être comme un vecteur d'innovation et amener le mouvement et être contre une conception qui voudrait limiter à une définition de l'environnement qui se réduirait à une notion égoïste de l'appropriation de l'environnement immédiat, en fait. Et donc le paysage, en travaillant sur cette entrée-là, c'est extrêmement important pour nous, dans cet ensemble-là, de travailler sur cette relation particulière. Un paysage, c'est le résultat, effectivement, les marais tels qu'on les connaît au jour d'aujourd'hui, c'est le résultat d'une exploitation, d'un type d'exploitation laitier, d'exploitation agricole extensive, qui donne ce type de paysage. Et si il y avait une déprise agricole, le paysage et la résultante seraient totalement différentes. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Et donc c'est pas le mouvement, c'est pas figer les choses que de s'occuper du paysage. Le château du Pé, il n'a pas été conçu, il a été conçu comme un balcon sur Loire. Aujourd'hui, vous avez du mal à être sur le balcon sur Loire, puisque les propriétaires ne se traitent pas du coteau en dessous et des boisements qu'il y a sur le coteau. Il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, c'est une démarche amorcée en 2013 qui a fait le pont entre les deux équipes, les équipes sortantes et les équipes rentrantes. Elle a été conçue comme telle. On est parti sans le sou. Et finalement, on arrive même à 7 millions d'euros d'aménagement, ce qui n'est rien à l'échelle de 10 000 hectares. Hein. Ce qui est absolument rien. Mais avec des éléments significatifs et l'arrivée de 6 nouveaux sites de promenade et de découverte à l'horizon 2020. Alors, des livraisons qui ont débuté. Juste pour dire, on a l'agence Terre qui est Grand Prix, Michel Desvignes, Phytolab et Coloco qui nous accompagnent. Et surtout, on a commencé par un dialogue compétitif. Ils vont livrer les choses et on termine par une phase, ce qui ne leur arrive jamais à ces gens-là, hein, ils nous l'ont dit, une production de synthèse des équipes qui ont travaillé sur chacun des lots et sur cette notion de paysage avec eux et une coproduction de la figure paysagère de cet ensemble, de cette région métropolitaine Nantes-Saint-Nazaire et de ses enjeux. Donc ça, c'est extrêmement important et on va parcourir les choses.
Rezé, Porte de Brière, à Saint-Malo-de-Guersac, un nouveau site avec un belvédère de 21 mètres de haut qui pourra permettre de voir la Brière sous un nouveau jour. Puisque quand on voit les photos aériennes, on est toujours stupéfait de la Brière, mais voilà. Et avec une piste cyclable vers Maimont-Pinouette, le long du Brivet. À Savenay, le tour du lac réaménagé, une passerelle flottante, puisqu'on ne peut pas passer sur le barrage construit par les Américains en 1917. Un théâtre de verdure au pied du barrage, une promenade de 8,5 km jusqu'à l'observatoire de Kawamata à Lavaux. Je ne détaille pas tout, hein, mais voilà. Des petits éléments. Le port de Cordemais, on a réaménagé le on étant à chaque fois le pôle métropolitain, l'intercommunalité et la commune. Coproduction dans un groupement de commandes de collectivités. Et chacun agit pour le même projet dans le cadre de ses compétences. C'est-à-dire que le pôle impulse la dynamique générale et puis après, les intercommunalités et les communes qui ont les compétences réalisent. Ça, c'est extrêmement important. La vallée du Gers, le château de Treillères, folie du 18e avec un parc du 18e à l'anglaise qui a été oublié, donc qui sera retravaillé. Donc vous voyez ici, ça c'est le château de Treillères, la mairie est par là. Pareil, un théâtre de verdure, là c'est dans le cadre de la renaturation des cours d'eau avec un théâtre, enfin voilà, tout ça est en cours de réalisation. Et puis l'intervention de l'art, une œuvre artistique, puisque ce château qui appartient à la commune de Treillères ne peut pas le réhabiliter, tous les moyens pour le faire d'un seul coup. Donc l'intervention de Tanguy Robert, qui a permis par l'impression de cette bâche et d'une œuvre, de cacher le fait que voilà, c'est ça en fait derrière. Sauf que c'est pas très attirant pour aller se promener le dimanche. Une fois que ça a été mis en place, c'est devenu un lieu de destination des promenades dominicales des habitants de Treillères et plus largement. Comme quoi l'art peut convoquer et amener pour un coût et une somme absolument, je vous le garantis, modique. Donc ça, c'est l'inauguration. Une piste cyclable qui part du canal de Nantes à Brest pour aller jusqu'à la forêt du Gavre et qui après va se poursuivre à Bouvron. Des coteaux à la Loire, ça c'est un des engagements du débat Loire, un des 30 engagements du débat Loire. C'est comment on a au pied du Saint-Jean-de-Boiseau, d'Indre-la-Montagne, des promenades pour aller jusqu'en bord de Loire. Donc ça mettra un peu plus de temps à voir le jour puisqu'on est en site Natura 2000, il y a un certain nombre d'instructions nécessaires et de ménagement de l'espace, donc des boucles pour aller voir la Loire. Et puis, d'ici une dizaine de jours, un site internet dédié qui va expliquer tout ça aux personnes. Parce que sur place, il y aura un tout petit panneau pour expliquer ça. Et puis surtout, puisque nous allons mettre un réseau de belvédères, œuvres d'art, sémaphores, du pont de Cheviré jusqu'au pont de Saint-Nazaire. 5 fois la même œuvre qui permet de prendre les 5 mètres de hauteur qu'il faut sur l'estuaire de la Loire pour mieux voir la Loire et mieux comprendre 5 vues sur Loire différentes et 5 Loires différentes et 5 rapports entre nature et industrie différentes. Et donc, ce sont des éléments qui seront visibles et appropriables par l'ensemble des habitants à partir de juin. Il y en aura un autre un peu plus tard à Roark dans le cadre d'un travail avec le Conservatoire du littoral et du département de Loire-Atlantique. Et tout ça est fait en concertation et en partenariat avec le département de Loire-Atlantique qui, lui, va aménager un itinéraire cyclable Nord-Loire à partir de Couëron jusqu'à Donges dans un premier temps en lien avec ces éléments-là. Et puis, on s'est mis, imagine un autre défi qui est né du SCOT. Dans le SCOT, on a dit moins 50% de consommation d'espace. On inverse. Aujourd'hui, 40% de la ville se fait en renouvellement, 60% en extension. En 2030, il faudra qu'on ait inversé ce territoire. Les élus des plus petites communes nous ont dit c'est bien beau ça, mais nous,
Voilà, la maison individuelle, c'est ce qui est produit et on n'a pas d'opérateur pour venir. Ben, on s'est dit, bah, ok, pas de problème, on va faire le haut et paysage de l'habitat. Donc l'appel à projet. Et je vous ai mis un titre d'un article récent du Monde. Une maison individuelle pour tous, comment l'urbanisme n'a pas réussi à dépasser le rêve pavillonnaire. C'est une réalité. Je vais vous donner quelques chiffres. Un quart de la population nationale vit dans le périurbain, dans le pavillonnaire même. Sur la période 2006-2014, le logement individuel est responsable de 46% de la consommation d'espace, contre 3% pour le logement collectif, le reste étant les équipements publics. Vous voyez quand même, tout ça ne fait pas 50%, ça veut dire que 51%. C'est encore autre chose. Ce sont les routes, les espaces d'activité économique, les équipements publics. Voilà, il ne faut pas l'oublier non plus quand on voit le chiffre national. En moyenne, on construit 120 000 maisons individuelles par an. Ça, c'est le chiffre 2018. Elles font 121 mètres carrés en moyenne. C'est un coût moyen de 1423 en coût de construction. Alors ça, très différent. Ce n'est pas le même prix de faire construire dans la Creuse, à Nantes ou à Nice, la maison individuelle. Donc il y a des chiffres aussi de la FNAIM là-dessus. Donc ça, c'est un taux moyen national. Si vous voulez comparer avec vos chiffres de travaux, non. Non. Mais grosso modo, c'est un marché annuel de plus de 20 milliards d'euros, la maison individuelle. Faut quand même avoir ça ensemble, avec un émiettement des opérateurs qui est extrêmement fort, puisque le plus gros opérateur, qui est France Confort, en fait 10 000, et Geoxia, ils en font à peu près 10 000 chacun. Alors Geoxia, vous le connaissez, mais sous un autre nom, c'est Maison Phoenix. Parce que ces gens-là, en fait, ont différentes marques nationales et régionales. Ils ont chacun une dizaine de marques, en fait. Et c'est grosso modo des entreprises avec 2000 collaborateurs. Et puis, vous avez des opérateurs locaux. Blin Construction, ici, bah voilà, ici, qui est que local, qui fait 100 maisons. Berthelot, qui fait 700. On a d'autres à 200. Donc, vous voyez un émiettement de cette production de l'habitat périurbain qui est extrêmement important. Et de l'autre côté, on a des opérateurs, des promoteurs, qui, eux, ne vont pas sur ces territoires-là. Puisque quand on voit du logement un peu collectif dans ces territoires périurbains, allez, je vais être prudent, dans 8 cas sur 10, c'est du logement social ou de l'accession sociale. C'est pas, donc on s'est dit, est-ce qu'il y a une place pour l'habitat périurbain dans une autre forme, plus collective, en accession à la propriété dans ces territoires-là. Et donc on a demandé à nos EPCI de nous dire, est-ce qu'il y a une commune propriétaire de son foncier entre 3000 m² et 1 hectare qui veut bien rentrer dans l'expérimentation. 4 ont répondu présent, 4 EPCI. Donc Erdre-et-Gèvres n'a pas pu trouver de 6. Et puis je termine sur mes chiffres nationaux, 95% sans prestation d'architecture, c'est-à-dire sans recours à une société d'architecture ou un architecte. Il y a parfois des architectes chez les constructeurs. Voilà, je ne veux pas dire le contraire, mais voilà, il y a des architectes salariés. Donc, mais bon, voilà, ça veut dire qu'il y a une profession aussi qui ne voit pas passer ce type de production. Sachant que son seuil à elle, c'est 150 m². Donc, d'intervention obligatoire. Et donc, on s'est dit, 4 sites, une vingtaine de logements. Pour cela, une réflexion menée par le pôle métropolitain pour une définition des besoins en croisant les regards d'élus, d'experts. On a mis en place un groupe d'experts, experts architectes, qui font d'habitat participatif ou qui font des grosses opérations de logement à plus de 500, 600 logements. Un notaire, parce qu'il y a la question du patrimoine, un syndic, des bailleurs sociaux, parce qu'eux, ils construisent, ils restent propriétaires, contrairement aux promoteurs, donc dans le temps. Et puis, des citoyens pour dire à quelles conditions vous iriez vers un autre produit. Donc, si vous voulez plus de détails, vous allez sur notre site, tout est sur notre site. Donc, on a fait un lancement d'appel, je le fais vite, mais les communes sont Blain, Malville, Brin et Trignac. On a fait un appel à opérateurs, on a reçu 15 opérateurs qui s'interrogent,
qui s'interroge de plus en plus, puisque le Pinel et la défiscalisation, voilà, les zones se rétrécissent. Hein, Angers est désormais hors Pinel. Donc la question des modèles économiques pour eux derrière. Et puis aussi de la concurrence. Aujourd'hui, quand on lance un appel d'offres en milieu urbain, hein, que ce soit à Nantes, à Lyon, à Marseille, pour un lot, il y a 90 promoteurs. Donc ça veut dire que les relais de croissance pour eux sont peut-être aussi ailleurs. Donc comment on travaille ça? Et donc, en partenariat avec la Maison de l'Architecture, on a fait un appel à projet avec des architectes parce qu'on ne voulait pas qu'ils viennent avec leur architecte habituel. Parce que sinon, on reproduit un peu les choses. Et on a eu des séances la semaine dernière. Pour certains, ils nous l'ont avoué, heureusement, puisqu'on aurait reproduit ce qu'on faisait habituellement. Et donc un croisement pour avoir des formes d'habitat qui ne sont... On est aux marges. Ce n'est pas tout à fait du logement individuel. Ce n'est pas de la maison en bande, parce que les citoyens sont allés vers autre chose, notamment sur les espaces collectifs. Je ne vais pas détailler, ça mériterait en soi, hein, et on fera des communications là-dessus. Et cette idée, elle est partie, elle est partie à la fois de cette interpellation des élus, et une double interpellation, et des conseils de développement qui, dans leur contribution commune des 5 conseils de développement au SCOT, avaient dit placer cette question de l'habitat au cœur des éléments, et cette question de l'expérimentation au cœur des ambitions que devait avoir le pôle. Et c'est aussi une réponse que nous avons. Et je vous donne rendez-vous sur ce sujet-là en juin, puisque nous aurons les lauréats en juin sur cette question-là, et ça phosphore dur. Je ne les présente pas parce que je n'ai pas le temps. Autre élément que nous réalisons, c'est avec une coproduction, ville de Saint-Nazaire, ville de Pornichet, agglomération de Saint-Nazaire, et pôle métropolitain. Là aussi, dans une dynamique de projet. Pour construire une stratégie partagée de cet ensemble, identifier et qualifier des sites de projet pour concrétiser et construire en même temps, pour pouvoir lancer des appels à projets, et parallèlement, intégrer cela dans les règles d'urbanisme qui sont en cours dans le PLUI de la Carène. Et puis ensuite, seulement mettre en œuvre opérationnellement. Autrement dit, parce que il y a beaucoup de réinventer. C'est un peu la mode. Il y a réinventer Paris, dessinons Toulouse, imaginons Angers, etc. etc. Mais avec peu de programmation. C'est-à-dire qu'on fait un cahier des charges, on se donne rendez-vous, on choisit et puis on fait. Nous, c'est pas ça. Imaginons l'habitat urbain, on travaille, on a des séances, on a passé une demi-journée avec chacun des opérateurs. Et ici, on voulait avant avoir une programmation et que la collectivité ait une idée du chemin et du cap qu'elle souhaite avoir. Donc on a travaillé avec 2 équipes à partir de secteurs de travail. Ça, c'est au moment de l'appel d'offres. On leur a mis une commande. À l'issue de la deuxième phase, vous voyez que les carrés très géométriques se sont transformés en fonction de la réalité du terrain, hein, pour chaque équipe sur le travail. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu faire une méthode traditionnelle de l'urbanisme où on confie... on dit à chacun, réfléchissez, et puis on choisira le meilleur projet sur chacun des secteurs. On n'a pas fait ça. C'est-à-dire qu'on a, pendant 6 mois, on a fait travailler les 2 équipes avec les élus, le maire de Pornichet, le maire de Saint-Nazaire et Pascal Prat, le vice-président à l'urbanisme de la métropole et le rapporteur général du pôle métropolitain, avec les équipes pour réfléchir et co-construire cette vision du territoire à long terme. Et puis après, chacun est reparti dans son lot pour faire la programmation urbaine. Et on est accompagné sur ce dispositif par le dispositif Ville de demain, ce qui était le cas aussi sur OE Paysage. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça, nous aussi, nous émargeons aux millions d'euros que nous avons contribué à ramener sur le territoire. Vous voyez ici l'implication du pôle métropolitain qui n'est pas neutre. Et puis, c'est un partenariat avec le Grand Port Maritime, la CCI, le département de Loire-Atlantique, les investissements d'avenir. Je vous en ai parlé. C'est ça aussi, cette logique de coproduction. Nous avons sont dans le tour de table de la production et non pas dans la
présentation est juste la réaction d'une présentation d'un projet, dans la co-conception du projet avec ses partenaires. Ce qui donne des petites images intéressantes, mais je n'ai pas le temps de les détailler, parce que là, j'ai déjà débordé beaucoup. Mais voilà, la baie de Saint-Nazaire avec son pont, hein, de la pointe de Préfaille jusqu'au Croisic, toute ressemblance avec un territoire... Non, bon, pardon. Mais l'inversion du regard est un élément important, hein. Un littoral, 3 rivages, l'océan, la Brière et la Loire, bien entendu, et la Brière qui, forcément, avec le réchauffement climatique, va devenir un rivage de plus en plus présent, hein, avec des altitudes, voilà, hein, des côtes entre 1,5 m, 1,50 m et 3 mètres. Voilà, ça dit ce que ça dit. Et donc des lieux des possibles, des territoires et des espaces de projet de différentes natures qui ont vocation, mais on est en train de préparer les modalités, là, pour faire différentes formes d'appel à projet sur l'ensemble de cet espace, du port de Saint-Nazaire jusqu'au port de Pornichet. Donc je passe les détails sur les ambitions et les stratégies, c'est pour ce qu'on fait. Autre chantier que nous avons engagé, c'est l'amélioration de l'usage des voiries d'accès à la métropole en faveur des transports collectifs et du covoiturage. Travail que l'on mène avec l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Quelques chiffres, hein, 96 000 entrées-sorties quotidiennes pour les actifs, sur 290 000 au total, 86 en voiture solo, mais il y a quand même 30 000 métropolitains, il faudrait que je mette un S, qui sortent de la métropole. Tout ça, si on est 1 million, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais 1 million en 2030 à l'échelle du pôle métropolitain, ça fait 350 000 déplacements de plus quotidiens. Voilà, donc un contexte où ces 90 000 pour le domicile-travail, ils sont répartis sur 14 axes. Vous vous rendez bien compte que la question du transport collectif n'est pas une réponse unique. Et que la question du covoiturage, elle est par bassin versant, c'est l'agence qui a trouvé ce terme-là et je le trouve très forte, par bassin versant de mobilité qui est, il y a un moment comme le cours d'eau, on ruisselle vers un axe et on s'y retrouve engorgé. Si on prend la route de Rennes, son bassin versant il va jusqu'à Blain, Nozay, voilà. La solution n'est pas seulement sur les transports collectifs, elle est sur le covoiturage. Sur ce bassin versant-là, au jour d'aujourd'hui, si on restait sur le même nombre de voitures, il y a 66 000 places inoccupées. C'est un calcul théorique, bien entendu. Mais vous voyez la marge que ça laisse sur le covoiturage. Mais par contre, quelle plus-value. Et donc, c'est tout un travail d'urbanisme jusqu'au bout de la rue de Strasbourg quand on travaille sur la RN 137. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la performance de l'axe qu'il faut voir jusqu'au son bout, jusqu'au son cœur. Mais ça veut dire aussi le covoiturage, l'autopartage, mais aussi la place du vélo. Quand on est ici au Cardo et qu'on veut aller au château, si on a un itinéraire cyclable et si on a un vélo à disposition, un vélo électrique en marge de la métropole, c'est un temps garanti de 20 minutes pour aller dans le centre en vélo. Donc voilà. Et le vélo, il permet, lui, de distribuer des points de manière plus fine dans le territoire, puisque, effectivement, tout le monde ne travaille pas à Euronantes. Et c'est aussi toute la question du tram-train, puisque voilà, c'est le pôle d'emploi de Saint-Herblain, c'est le pôle d'emploi de Centre-Ville, enfin, etc. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Nous avons eu une candidature lauréate au fonds Ville de demain pour mener des expérimentations, parce que ça veut dire réserver des voies pour les covoitureurs, pour les TC peut-être, comment, sur des routes nationales. Donc l'État est prêt à étudier, puis voir peut-être expérimenter ces choses-là sur différents types de voiries. Autre élément qu'on est en train de travailler, c'est la définition des objets et des projets de coopération dans le domaine économique. Domaine qui était toujours plutôt celui du registre de la concurrence que du registre de la coopération. Donc on s'interroge sur les 4 métiers. Le métier de la cohérence, on se fait accompagner par Synopter, qui est une entreprise nantaise. Améliorer la connaissance et le suivi de développement économique local. Voilà, il y a des choses, et ça c'est déjà en cours avec les 2 agences d'urbanisme, il faut améliorer ça.
La question de la redynamisation de l'offre économique locale, structurer un panel d'offres, maximiser la création de valeur. Et ça, c'est extrêmement important. C'est toute la question de l'optimisation foncière des zones d'activité existantes à mener en partenariat avec les entreprises. Mais je parlerai du rôle des entreprises après sur l'autre sujet de l'énergie. Accompagner et mettre en réseau les entreprises au sein d'un écosystème, ça c'est vraiment là où il y a, c'est plus à l'échelle locale qu'à l'échelle de la coopération. Et puis bien sûr, la promotion et la valorisation du territoire. Là, tout n'est pas non plus sujet à coopération. Il y a des fois, il faut coopérer, mais il y a des fois, on ne coopérera pas. Il faut accepter ça aussi dans cette notion de gouvernance. Il y a des fois, on ne coopère pas parce que ce n'est pas nécessaire et c'est pas grave. Et donc, on aura à l'été structuré les possibles en la matière pour le proposer aux élus. Je ne vais pas plus loin puisqu'on est en cours de travail là-dessus. Et puis, sur l'énergie, engager des actions coopératives. Là aussi, on travaille beaucoup avec l'agence d'urbanisme de la région nantaise sur cet élément-là. Rappeler qu'aujourd'hui, voilà, la structuration des boucles d'énergétique, et notamment le photovoltaïque, et toute la question des grandes toitures. 15 grandes toitures peuvent nous permettre de doubler, on a travaillé là-dessus ce matin, la production qu'on a actuellement de photovoltaïque sur Nantes-Saint-Nazaire. Juste 15. Hein. Elles sont très très grandes, mais c'est que 15. Mais par contre, il faut que l'opérateur privé, que tout le monde joue le jeu, hein, les entreprises, y compris dans le neuf. On discutait ce matin, rendre les toitures solarisables au jour d'aujourd'hui. Quel coût ça a? Comment parce que pour lui, quand un industriel construit son équipement pour produire ce qu'il a à produire, il ne va pas s'embêter à se compliquer la vie en mettant des panneaux photovoltaïques immédiatement. Donc comment, nous, collectivités, on peut aider ça. Le développement des potentiels liés aux bioressources, le bois et l'énergie, la méthanisation, bien entendu. Et l'éco-construction, la maîtrise de l'énergie. Ça aussi, ce sont des éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler, en train de préfiguration. On a fait une conférence avec nos élus et les énergéticiens, je ne vais pas y arriver, en fin décembre pour structurer des opérations qu'on espère pouvoir mettre en œuvre dès septembre prochain. Et puis, nous sommes vers un accord de partenariat avec le Pays de Ré. Vous le voyez, le beau panel. Pour coordonner notre vision d'aménagement autour de l'estuaire, et notamment avec des orientations partagées dans chacun des SCOT, voire un chapitre commun. Et puis des réflexions pour avoir des actions en commun, énergie, mobilité, avec le Pays de Ré, et c'est avec le PETR, hein, le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Ré. Et puis, je terminerai par ça. Pour nous, nous sommes dans ce dispositif. Je vous l'ai dit, on est écocité depuis 2009. L'État réfléchit à ces questions-là. Et nous pensons qu'un dispositif allemand qui s'appelle IBA, qui s'appelle International Baustellung, qui est né au début du XXe siècle avec les expositions internationales et Walter Gropius et tout le mouvement du Bauhaus en Allemagne, mais qui se transforme en stratégie de transformation territoriale, est un élément pour nous extrêmement important pour demain pour Nantes-Saint-Nazaire, pour catalyser les projets au-delà même des frontières du pôle. Donc on pourrait être retenu comme un des territoires français qui s'inspire de cette démarche-là. Ça devrait être officiel en juillet prochain. Il y en a 15 en Allemagne. Voilà. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un processus de transformation sur un temps donné. Extrêmement important, ça, la question du temps donné, si on veut. 8-10 ans, et à la fin, voilà. Et ça, c'est extrêmement mobilisateur, hein, le countdown, l'effet décompte. Un ou deux thèmes précis qui possèdent une dimension mobilisatrice, une phase amont qui construit les thèmes avec la société civile et une dimension festive,
Et puis un état d'exception pour l'autorité régulatrice, les Landes en Allemagne. L'État en France est-il capable de jouer ça? Les Landes allemands le font. Les projets, ils sont innovants dans le champ de l'urbanisme, l'architecture et le paysage par le biais d'une labellisation ambitieuse. Et sur l'ensemble des projets et des pierres qu'on construit, ça pourrait être un élément catalyseur extrêmement important pour le futur de Nantes-Saint-Nazaire. J'en ai terminé en explosant le temps imparti. Bien, et effectivement, c'était riche, foisonnant, il y a beaucoup de choses. Je voudrais redire que l'équipe du pôle métropolitain, c'est très peu de monde. Vous êtes combien? 4, 3, 4 ? Voilà. Et le grand travail du pôle métropolitain, c'est d'arriver à fédérer effectivement les différents niveaux de territoire, c'est-à-dire à faire travailler ensemble, comme il l'a dit, le grand ensemble pôle métropolitain, la structure pôle métropolitain, mais avec une intercommunalité, une commune, sur les projets qui ont été présentés. Alors voilà, est-ce que tout ça suscite des remarques, des interrogations, des questionnements? Il y en a. Alors... C'est toi qui choisis, Gabriel. Donc, Merci, Gabriel. Donc, André Arbreteau, merci d'abord pour votre exposé. Je voulais poser deux petites questions. L'une qui a trait à des réunions de très haut niveau qui ont eu lieu l'année dernière, qui se poursuit peut-être, à l'initiative du président de la République, en invitant 6 présidents ou présidentes de métropole, dont Johanna Rolland, à réfléchir sur l'évolution de ces métropoles à l'intérieur de leur territoire départemental respectif, je vais très vite, en faisant par exemple intégrer à ces métropoles sur leur territoire les compétences départementales. Johanna Rolland, au bout de plusieurs réunions, n'a pas donné suite à cette proposition présidentielle en expliquant que ce n'était pas très adapté à notre territoire. Et c'est vrai que quand on regarde une carte de la Loire-Atlantique avec au milieu l'enclave que représentent les 24 communes de Nantes Métropole, on s'aperçoit d'une grande diversité de superficie, puisque la métropole n'est pas si considérablement étendue que cela à l'échelle de toute la Loire-Atlantique. Ma question, c'était de savoir si, je n'étais pas sous les tables pour écouter ce qui se disait, il n'aurait pas été plus judicieux de parler, de faire évoluer de la manière dont souhaitait le président de la République, non pas Nantes Métropole elle-même, mais l'ensemble du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, qui présentait une dimension un peu plus équilibrée par rapport à la totalité du territoire départemental. Ma deuxième question, c'est un peu la suite de la première. Vous y avez d'ailleurs fait allusion. T'arrêtes après 2. Hein, oui, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. C'est que Johanna Rolland a précisé que, tout en abandonnant cette perspective, elle préconisait une alliance des territoires. Vous en avez parlé à la fin de votre exposé. C'est notamment, et se tourne pour commencer, bien sûr, l'alliance des territoires. Je pense qu'elle le pratique de façon assidue à l'intérieur du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. C'était de se tourner vers le Pays de Ré, en proposant, et vous l'avez dit, un contrat de réciprocité entre le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Ré et Nantes Métropole, d'après ce que j'ai compris. Il y a 2 volets pour commencer dans cette perspective, enfin ce contrat très proche de réciprocité, c'est l'alimentation et la mobilité. Mais on peut penser quand même que ça pourrait être une amorce vers, alors il ne faut pas rêver, non pas un élargissement du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, mais au moins un élargissement de ce qu'on appelle la cohérence territoriale, tout simplement, et en citant par exemple que, tout le monde le sait, l'aéroport ne sera plus au Nord-Loire, mais normalement au Sud-Loire s'il n'y a pas d'évolution contraire, et que cet équipement qui est très important, structurant, est à la proximité immédiate du Pays de Ré, donc ça veut dire que tout ce territoire du Sud-Loire, et notamment celui du Pays de Ré, doit être pensé en cohérence territoriale, en harmonie avec tout ce qui se passe déjà au Nord-Loire, sans oublier ce que vous avez également cité, les voiries d'accès à la métropole, qui ont aussi des voiries d'accès très chargées au sud, comme elles le sont au nord. Merci de pouvoir répondre à ces questions. Si tu peux faire plus court que André dans la réponse. Moi non plus, hein, j'étais pas. Pardon. Moi non plus, j'étais pas à l'Élysée. Hein. En tout cas, effectivement, Johanna Rolland n'est pas la seule à avoir d'ailleurs dit non. Hein, Juppé l'a fait avant de partir. Voilà, Moudenc aussi, à Toulouse. Ce sont des éléments qui, du coup,
Parce que est-ce que le modèle lyonnais est-il réplicable? La réponse est non. Vous avez auditionné et entendu son ex-directeur général. Non, le modèle lyonnais n'est pas réplicable. Vous avez raison sur la question des superficies des métropoles, des gouvernements métropolitains. Il faut que je tienne mon fil. Sont tous à peu près la même superficie, hein, entre 550 et 600 km². Au-delà, est-on capable d'administrer, conféré Aix-Marseille, c'est 3800, où on recrée des établissements publics territoriaux inférieurs, ou ce qu'on est en train de faire au Grand Paris? Il y a une question d'échelle qui est extrêmement importante et qui répond en creux à votre question du pôle métropolitain. Cette autre forme de coopération et l'alliance des territoires, je pense qu'il faut conceptualiser le système et se dire quelle est la bonne géométrie et quel bon service public je dois apporter et quelle est l'échelle la plus adaptée pour y répondre. Et c'est pas, à prime abord, c'est un tel ou c'est un tel ou c'est un tel. Et c'est ça qui doit conduire. Parce que la recherche du bon périmètre, c'est un peu ce que je disais au tout départ sur la... on ne sera jamais sur le bon périmètre, en fait. D'une manière ou d'une autre, tu auras toujours un dedans, un dehors. Donc, stabilisons les choses et travaillons ensemble. Et ça, je pense que ça doit être le maître mot de l'avenir devant nous sur cette question-là pour répondre à des questions qui sont des questions de préoccupation quotidienne des concitoyens, que ce soit le transport, l'activité économique. Et effectivement, quand je parle de coordination ou de chapitre commun des SCOT, du Pays de Ré et du pôle métropolitain, cette question du maintien de l'aéroport et d'un schéma de ce qui se passe autour à question large doit en faire partie à un moment donné, bien entendu. Il faudra que les deux SCOT soient coordonnés sur cet aspect-là et sans doute portent, et ça a été évoqué, hein, c'était le 23 avril dernier, il y a un an, hein, la rencontre, et cette question-là a été évoquée entre l'ensemble des élus que vous avez vu sur la photographie. Donc, est-ce que ce serait judicieux le pôle métro, enfin voilà, ce qui était, je ne suis pas sûr. C'est pas ça pour moi l'avenir. L'avenir, c'est chacun contribue à la bonne échelle, mais dans une logique de coproduction. Et c'est ça pour moi l'élément, cette horizontalité, et pas rechercher à chaque fois remodifier les périmètres ou retravailler. Ça ne veut pas dire que de tout figer ad vitam, hein, mais à la marge, parce qu'on a vécu pas mal de bouleversements territoriaux et il faut laisser le temps au dispositif de se mettre en place. Ça, ce qu'on vient de se raconter, la descente de la Loire, c'est 1989 et on est en 2019. Voilà. Comment? Ouais, voilà, donc okay. Le temps, hein. Assumer la complexité et assumer le temps long et accepter le temps long. Ok, alors il y avait d'autres mains qui se... Une toute petite question, monsieur. Vous êtes directeur d'une unité de 4 personnes, avez-vous dit, hein, mais quel est votre patron? Devant qui répondez-vous? Parce que je crois que votre rapport brillant, il aurait été intéressant de le compléter par ça. Parce que moi, je ne sais pas quelle est votre structure et qui vous donne des orientations. Qui gouverne alors? Qui gouverne? La présidente est Johanna Roland. Le premier vice-président est David Samzin. Donc, en fait, il y a un comité syndical de 113 élus. 113 élus qui viennent de l'ensemble des 5 intercommunalités, 49 de Nantes Métropole, 24 de Saint-Nazaire Agglomération, 19 d'Erdre-et-Gèvres, 11 du estuaire... non, c'est 11 plus, c'est 15 d'estuaire et Sillon, parce qu'il y a la fusion, j'ai mes vieux chiffres en tête, et 4 du Pays de Blain. Voilà, c'est ce... Et il y a un comité stratégique qui est l'ensemble des présidents, donc M. Yvon Lerat, M. Nicolo, M. Dreno, Johanna Roland et David Samzin. Et en fait, ce sont eux mes patrons. Voilà, c'est eux collectivement, c'est ce collectif qui sont
sont mes patrons. Et il se trouve, et c'était une volonté politique qui a été confirmée en 2014 par Johanna Roland et David Samzin, une volonté politique initiale de Joël Bateau et de Jean-Marc Ayrault. Je ne suis pas un salarié, et toute l'équipe, mes collègues, nous ne sommes pas des salariés du pôle métropolitain. Nous sommes des salariés de Saint-Nazaire Agglomération, mis à disposition du pôle métropolitain. Alors vous allez dire, mais c'était symboliquement très important. On n'est pas une administration de plus, on est au service d'un collectif, et on vient, quand je disais qu'on est 4, c'est pas vrai, on est 4,2. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Sur la question des mobilités, c'est pas ma compétence première, c'est pas celle de mes collègues. Donc on avait un déficit. Pour autant, on n'a pas forcément le besoin d'un recrutement propre. Et donc c'est un des collaborateurs d'Erdre-et-Gèvres qui est mis à disposition du pôle une journée par semaine pour le compte de l'ensemble des 5, travailler cette question de la coordination des politiques de mobilité. Et ça, j'y crois beaucoup. On le fait déjà avec l'ingénierie grâce aux outils partenariaux que sont les agences d'urbanisme, mais il faut le faire aussi du côté de la maîtrise d'ouvrage, ce partage de compétences et cette mutualisation de compétences que sont extrêmement capables de faire et font quotidiennement les entreprises. Donc voilà. Alors, il y a les autres mains. À combien s'élève votre budget ? 1 million. Alors, le budget est d'à peu près, en matière consolidée, 1 million d'euros. Nantes Métropole donne 700 000 euros. Saint-Nazaire Agglomération donne 160 000 euros. Je fais à peu près, à 7 ou 8 000 euros près. Erdre-et-Gèvres et Estuaire-et-Sillon aux alentours de 35-40 000 euros. Et le Pays de Bain, 13 000 euros par an. Ça, c'est un budget de fonctionnement. Par contre, qui fait tout. Non, mais je veux dire, les projets que vous impulsez, que vous animez, que vous coordonnez, ça relève d'autres. Ça relève de financement des EPCI. Enfin, non, pour partie, ça relève de notre budget, de ce budget-là. Par exemple, sur eau et paysage, quand on a fait l'appel à projet, quand on a fait le dialogue compétitif, par équipe, il y avait 90 000 euros par lot, ou multiplié par 6. On avait des subventions, et la moitié de subventions et moitié du budget, c'était le pôle. Les 46%, si je reprends mon ambition maritime pour avoir l'exemple, je vais y arriver, en espérant pas vous donner le mal de mer. C'est le cas de le dire. Vous voyez, on est à 47%. Le pôle, donc dans ce rapport, ça vient de ce budget-là. Les 47% viennent de ce budget-là. Les 28, 5,2 et 19 viennent des budgets propres de Saint-Nazaire Agglomération et sur d'autres autorisations de programme de projet. Mais on est parmi les plus importants, oui. Puisque je vous avais dit tout à l'heure de 1 euro Cap Azur jusqu'à 1 million. Voilà. Donc nous, on fait un appel à contribution d'environ 900 000 euros par an. Ok. Michel Brieux. Oui, je veux bien, merci. Moi, je vous remercie, Monsieur Bois, pour sa présentation claire d'un sujet complexe, mais je reste sur ma faim pour deux questions. La première, j'aurais souhaité que vous puissiez nous donner quelques éléments, si vous avez sondé un peu le terrain. J'aurais bien aimé savoir quelle est la perception du pôle métropolitain par les autres parties du département de Loire-Atlantique. Et ma deuxième question concerne les thèmes qui ont été retenus par les pôles métropolitains. Vous avez mis sur la même ligne développement durable et santé. Pour ma part, j'aurais mis la santé à part entière. Et sur ce thème de la santé, qui est très important, confère les problèmes d'actualité dans certaines parties de Loire-Atlantique, est-ce que vous pourriez nous donner quelques actions concrètes ? Alors, oui, je vous en prie. Sur la perception,
Je pense qu'elle a changé. Parce que déjà, on va travailler ensemble avec le Pays de Ré. Deux, ce que j'ai pas dit là, mais on se voit, l'ensemble des SCOT de Loire-Atlantique ont fait une contribution commune au SRADET, au schéma régional d'aménagement régional. Et voilà, et on se voit très régulièrement avec les collègues du Vignoble, d'Ancenis, de Cap, de Pontchâteau. C'est moins vrai. C'est moins vrai. Voilà. Donc, c'est une des difficultés. Mais voilà. Donc, le nord, là, le côté nord-est, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, parce qu'eux-mêmes ont subi des fusions, des départs, Nozay qui est entre deux. Enfin bref, il y a des situations. Et alors, j'en suis désolé parce que effectivement, le rapprochement, développement durable santé, c'était des questions pour tenir sur la diapo. Donc voilà. Et la santé est un élément à part entière. Il est plutôt développé par Nimales. Oui, Nimales. Et sur des mutualisations, après je ne suis pas un spécialiste de ces questions de santé, mais sur des mutualisations de plateaux et de choses comme ça entre... enfin, voilà, c'est très très proche l'un de l'autre, tout ça, aussi sur cette question de la santé. Mais c'est par contre un sujet qui est devant nous partout. Effectivement, vous avez cité... ce qui se passe dans certaines communes, et qui est devant nous partout, et sur lequel l'Ouest a quand même une longueur d'avance par la forte présence mutualiste. C'est extrêmement important. C'est quand même Harmonie Mutuelle qui chaque année inspire, je vais dire ça, la grille de prix des hôpitaux privés quand même, et pas l'inverse. Parce qu'ils ont une puissance. Donc voilà, donc pouvoir bien se soigner et permettre à tous de se soigner, ça ne sera pas le cas de tous les territoires demain. Dans le panorama que j'ai fait des métropoles. Et donc c'est un élément extrêmement important pour l'avenir, mais sur lequel nous, pôle métropolitain, nous n'avons pas encore travaillé du tout. Mais mais on est 4. D'accord. Ça sert de dire on est 4. Il y a encore Gérard Potiron, puis il y a Jean-Yves Feyer devant. Ouais. Benoît. Bonsoir, Benoît Juré, donc membre du Conseil de développement. Moi, 2 questions simples. Une question supra et une question projet. Question supra, votre avis, position par rapport à, on va dire, du SCOT par rapport au SRADET. Qu'est-ce qu'il apportera de plus? Quels seront les éléments différenciants, en tout cas sur le territoire sur lequel vous intervenez? Et j'avais cru comprendre il y a quelques années, lorsqu'avait été créé l'espace Loire-Bretagne, qu'il y avait une extension de la réflexion SCOT à tous ces territoires Grand Ouest, et sur le côté aussi porteur de projets, on va dire à une échelle nationale, voire européenne. Qu'en est-il aujourd'hui? Et puis ma deuxième question, à l'échelle vraiment projet, j'ai assisté, comme beaucoup d'autres sûrement dans la salle, à toutes les réunions de création de l'éco-métropole Nantes-Saint-Nazaire. Et il y avait un élément fort qui était dans ces présentations, qui était la colonne vertébrale que constituait la Loire et la nécessité de réfléchir à une évolution, voire révolution pour certains à l'époque, dans les usages, dans les fonctionnalités, dans les réappropriations des territoires mitoyens de la Loire avec ce canal-là, si on peut l'appeler de cette manière. Et dans votre présentation, en particulier eau et paysage, cette dimension, on va dire, réappropriation de la Loire, bon, après qui s'est déclinée ici par
on va dire, la réflexion de Nantes vis-à-vis de la Loire. Mais cette réflexion, ce repositionnement de la Loire comme peut-être un autre vecteur de déplacement, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, où en êtes-vous, où en est le SCOT par rapport à cette réflexion, on va dire, projet qui était d'importance dans la création de l'écométropole Nantes-Saint-Nazaire? Merci. Alors, sur la première question et l'échelon régional, il y a des apports forts de se dire, alors, je ferai ce que j'ai dit aussi sur changer la question du gigogne, mais ça c'est un point de vue personnel, pas en tant qu'institution. La question du SRADET, moi j'ai eu une interrogation. C'est-à-dire que est-ce que 13 SRADET font une politique d'aménagement du territoire national? C'est quoi le SRADET? Schéma régional, c'est le schéma régional d'aménagement du territoire. C'est, pour résumer, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est le SCOT des régions. Voilà. Je vais le dire comme ça, mais voilà. Donc ça, pour moi, c'est une vraie interrogation et donc une vraie attente. C'est la capacité à faire de l'interrégional. Et surtout quand on est Nantes, c'est extrêmement important. Et quand on est Fontenay-le-Comte aussi, hein, parce que l'existence du pôle métropolitain centre-atlantique, c'est parce qu'ils sont, enfin voilà, entre deux, entre Nantes et Bordeaux, loin de Bordeaux, plus proche de Nantes pour certains. Comment Niort se situe là-dedans? Niort est en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, hein, c'est vraie question. Et donc, comment cette question interrégionale est appropriée? C'est aussi une question environnementale très forte. Le schéma de cohérence écologique, il est régional d'abord. Là aussi, c'est les limites de la somme, hein, parce que les méthodologies n'ont pas été les mêmes entre différentes régions. Ici, en Pays de la Loire et Bretagne, sont plutôt coordonnées, donc c'était plutôt bien. Parce que la question d'impact environnemental, elle a une question d'échelle. Et mesurer et demander à un SCOT de mesurer l'impact environnemental, je vais prendre un exemple hors du territoire. Vous êtes une commune traversée par le canal Seine-Nord. Est-ce que c'est à vous de porter l'évaluation environnementale du petit bout de canal qui traverse votre commune? Est-ce que c'est au SCOT qui agrège ou c'est pas à la région qui a vraiment les bons équilibres mais sauf qu'on demande l'exercice à chacun. Il est parfois faussé. Et nous, on l'a vécu ici avec un projet. Hein, ça m'a occupé un beau bout de temps, cette histoire, d'infrastructure aéroportuaire dont on a parlé. Mais cette question-là est très... Donc, il y a ces éléments de fond, de cadrage, qui sont nécessaires à l'échelle régionale. Mais il faut que les outils régionaux... et ça, c'est plutôt... la région Pays de la Loire est plutôt en écoute sur cette question-là. Être capable de se saisir de ce qui vient des SCOT et qui a fait l'objet déjà de régulation et d'appropriation. Donc il faut trouver... c'est du management, en fait. C'est du management territorial. C'est à la fois de l'encadrement, de la définition d'objectifs communs. Mais pour cela, il faut qu'il soit co-construit. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et ça, c'était une vision assez commune des SCOT. Mais de toute manière, on peut se donner rendez-vous, allez, on va dire, dans une autre quinzaine d'années. Le paysage aura changé. Ça vous va? Ici, peut-être pas avec les mêmes, hein, mais bon. Si. Puisque forcément, SRADET, SCOT, PLUI, tout ça va bouger. Mais il faut laisser la deuxième génération de schémas régionaux prendre leur place et peut-être et espérer que les ministères donnent plus de souplesse et qu'on retrouve l'esprit de la loi SRU chère à Patrick Rimbert, hein, qui en était le rapporteur. Ici, mais ce qu'il faut redire, ce que tout le monde ne sait pas. Oui, j'ai pas mes schémas habituels. On va pas développer parce que ça serait trop long. Mais le SRADET,
schéma régional d'aménagement et de développement durable et de l'équilibre des territoires. Pour tout dire, ça, c'est opposable. C'est-à-dire que le SRADET s'impose aux schémas infrarégionaux. Or, là, ce que nous a expliqué effectivement Stéphane, c'est que on n'a pas attendu le SRADET pour faire des SCOT. C'est-à-dire que la première génération de SRADET, qui n'est pas encore... 2020 pour nous. Voilà, la première génération de SRADET, on va le faire en construisant, enfin, si on est intelligent, à partir de ce qui a été fait en infrarégion. C'est-à-dire qu'il faut capitaliser sur les SCOT qui ont été réalisés partout sur le territoire. Et la deuxième génération de SRADET, alors dans 15 ans peut-être, comme le dit Stéphane, elle sera forcément... elle aura évolué. Et là, elle sera plus en capacité je veux dire, de définir des grands équilibres sur le territoire qu'aujourd'hui, quoi. Et quant à la Loire, ça continue d'être la matrice. Parce que quand j'ai dit les sémaphores, quand on parle de l'ouverture, et ma petite image sur la baie de Saint-Nazaire, c'est l'estuaire de la Loire. La Loire et ses affluents continuent d'être les matrices de notre intervention, et c'est toute la notion d'eau et paysage. Quand on fait le barging, et quand Nantes Métropole et la Carène font le barging, et une opération forte là-dessus pour permettre aux tronçons d'Airbus d'utiliser la Loire plutôt que la RN 171-165, c'est ça. Quand on met, nous, 5 sémaphores, 5 belvédères le long de la Loire, avec le partenariat c'est pour prendre conscience de ce que c'est, et de ce que peut être la Loire demain, avec le réchauffement et le bouleversement climatique. Aujourd'hui, on est à peu près 7 jours inondés. D'ici 5-6 ans, c'est peut-être 14-20 jours. En 2030, c'est peut-être 50, 60. Donc voilà, cette question-là, elle sera au cœur aussi du travail qu'on est en train de finaliser avec les 4 équipes de paysagistes. Là, je pourrais vous donner rendez-vous on va dire dans 2 mois. Ok. Oui, vous êtes dans une situation particulière parce qu'avec un budget d'1 million d'euros, vous ne faites rien. Les projets que vous présentez, ils sont financés par les EPCI. C'est ça, hein? Absolument. Oui. Alors vous êtes une structure d'impulsion, quoi. Nous sommes un petit laboratoire. Oui. Qui impulse ou qui un coordonne, petit start-up public qui impulse, qui coordonne, enfin voilà. Mais on n'a pas et c'est notre force. C'est notre force parce que enfin personne nous craint et c'est normal. Non mais c'est vrai. On n'a pas 7000 agents, on n'en a pas... Vous n'avez pas l'intention de racheter les intercommunalités, non? Non. On n'a pas les moyens. D'accord. Il y a Jean-Yves qui se contient depuis le début. Oui. Un des reproches qui est fait au pôle métropolitain, mais comme à tout ce genre de structure, c'est son éloignement par rapport aux citoyens, mais son éloignement aussi par rapport, par exemple, aux conseillers municipaux, des conseils qui ne sont pas dans les structures intercommunales, voire même son éloignement de conseillers communautaires qui ne sont pas participants du conseil syndical. Et donc, la question que je voulais te poser, c'était de savoir si, au sein du pôle, vous aviez mis en place quelques dispositifs pour faire en sorte que cette distance soit réduite et si vous aviez par ailleurs aussi des dispositifs d'association très directs, soit des conseillers municipaux ou communautaires, soit des habitants, à l'élaboration, à la discussion de tous ces projets, ne serait-ce que pour qu'ils puissent faire valoir l'usage, quoi, hein, leur expertise d'usage. Alors, c'est encore work in progress, hein, quand même. Je l'ai rappelé sur l'éloignement. La première chose à rappeler, c'est que quand on décide de faire eau et paysage, c'est pas les centres élus qui sont du coup tac tac tac, hein, communes, interco, pôle métropolitain. Ce sont pas les centres qui sont au pôle qui décident. Ce sont ceux des communautés, des intercommunalités. Pour vous donner les chiffres, hein,
à grosse maille, parce que ça a bougé avec les lois de réforme, machin, tout ça. Nous, c'est 113, c'est à peu près 280 élus communautaires et 1800 élus municipaux. C'est à peu près ça, les strates, à la vingtaine près. On le fait. On a choisi de travailler, et la question d'interterritorial et du travail de l'interterritorial, là, on va rentrer un peu dans la mécanique. J'ai dit tout à l'heure à assumer le temps. C'est aussi assumer le temps à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on organise des réunions, pour nous, enfin voilà, c'est du temps. Le Nantais qui va en réunion à Saint-Nazaire ou le Nazarien qui va en réunion à Nantes ou le Blinois, c'est pour 2 heures de réunion, c'est 3-4 heures dans des agendas très contraints. Donc on a créé un collectif d'élus qu'on a appelé l'atelier permanent qui se voit tous les mois. Autant de places par EPCI, qu'on soit la métropole ou qu'on soit le Pays de Blain. 6. Voilà. Une espèce de rendez-vous récurrent le vendredi, parce que comme ça met des habitudes. 9h midi, on déjeune ensemble. Enfin voilà, ça permet aussi de ne pas perdre sa journée, parce que c'est plus ça aussi. Hein. Après, on déjeune, on finit de déjeuner tôt et on repart sur autre chose. Et lui, il voit tout. Il a construit le SCOT. Et là, il suit l'ensemble des actions qu'on mène, il oriente. Il y a un bureau qui décide, il y a un comité syndical qui délibère. Mais ce groupe, il est extrêmement important. Et après, on présente, et j'ai été très récemment le faire, l'exercice conseil communautaire de Saint-Nazaire Agglomération. Fabrice Roussel le fait, la présentation du rapport d'activité. On s'y tient dans les conseils communautaires. Mais ce qui nous approche le plus, et je voulais la mettre, je ne sais plus où elle est dans l'ordre, il faut que j'y réfléchisse, elle est là. Ce qui nous amène le plus vers les communes et à faire exister le pôle métropolitain, ce sont ces projets-là. Ce sont ces différents types de projets. Et par le projet, et c'est là, parce que avoir une réflexion presque, je mets des guillemets, philosophique sur le pôle métropolitain, on l'a essayé dans le SCOT, à cette grande échelle, c'est difficile d'appréhender et d'aller travailler avec la population. Mais par contre, par le biais de l'interrogation, comme on le fait avec Habitat Périurbain et un groupe de citoyens, ils étaient une vingtaine, on ne les a pas vus pendant 6 mois puisqu'ils ont fait leur travail amont sur les attentes de ce type de logement. On leur avait dit, on vous donne 2 autres rendez-vous. Le premier, au milieu, les esquisses, et on vous fera un retour de votre avis sur les esquisses aux équipes. Ça a eu lieu samedi. Ben, ils étaient encore 15 sur les 20, 7 mois après. Alors c'est une parcelle, on est 850 000 habitants, mais c'est peut-être et parfois plus qualitatif que de faire la grande réunion publique. Et aussi le travail, quand on a fait une réunion pour Ambition Maritime à l'invitation du Conseil de développement de Saint-Nazaire Agglomération avec celui de Cap-Atlantique, de Pontchâteau, et de Sud-Estuaire. Donc on essaye de multiplier les canaux. On n'est pas dans l'idée de la grande communication, voilà, parce que c'est sans doute pas nécessaire, mais surtout d'interpeller par le projet. Quand on a fait Eau et Paysage, et que pour le sémaphore de Saint-Étienne-de-Montluc, on discute avec les chasseurs, avec les associations environnementales, ils se disent mais qui c'est le pôle métropolitain, pourquoi il fait ça, on explique la démarche, et je crois presque plus à ça qu'on reste. Enfin, voilà, ces démarches-là. Ok. Gabriel, tu avais une question? Non, tu n'as pas de question? Non, j'ai une dernière, mais c'est juste une question malveillante un peu. Mais c'est toujours l'homme des questions malveillantes. Non, je termine toujours comme ça. On a beaucoup employé le mot métropole, métropolisation, attractivité, etc.
Et il se trouve qu'on a reçu, il n'y a pas très longtemps, ici, un jeune chercheur universitaire qui s'appelle Olivier Bouba, qui participe aujourd'hui au développement d'un discours anti-métropolisation presque, qui développe ce qu'il appelle la CAM, compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. C'est un discours qu'on n'entend pas forcément chez les élus, mais qu'on commence, nous, à entendre, y compris dans la société civile, y compris même dans certains conseils de développement de certains territoires. C'est un discours qu'on peut commencer à entendre, ce discours les métropoles prennent tout, les métropoles mangent tout, les métropoles avalent tout, etc. Alors, on pourrait même l'entendre sur les ronds-points, mais est-ce que le pôle est-ce que le pôle métropolitain, dans sa formule, c'est une espèce de réponse à ça, ou c'est l'histoire d'Alliance des territoires? Enfin, c'est quelque chose qui répond à ça, ou comment vous réagissez à travers par rapport à ce discours-là, quoi? Alors déjà, il y a... Est-ce que c'est une volonté ou un... Enfin, on ne va pas repartir dans un débat par rapport au positionnement et au postulat que prend Olivier. Mais cette question, est-ce que c'est une volonté, est-ce que c'est une conséquence ou c'est un fait aussi, cette question de la métropolisation? Et peut-on l'arrêter comme ça et passer sur un autre modèle? J'en suis pas certain. Donc, et ça répondra à la première question. Le pôle métropolitain, dans ses formes actuelles, n'est pas une réponse entière, ne peut pas l'être. Parce qu'il faut accepter des coopérations de différentes natures. La coopération ne peut pas... Il n'y a pas la coopération avec un grand L et un grand C qui se résumerait qu'au pôle métropolitain. Ça veut dire que, effectivement, comme ça a été dit, il peut y avoir des choses faites sur le plan, sur la question de l'alimentation. C'est pas le pôle qui est l'échelle la plus pertinente pour répondre à ces questions-là. Et que la métropole et les habitants qui y vivent et qui souhaitent y vivre, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, jamais... Enfin, voilà. Après, il y a des mécanismes de marché qui peuvent forcer à ne pas vivre dans la métropole et être, notamment au marché foncier, et d'être rejeté en dehors, ou des choix. Parce que le parti pris d'habitat périurbain, c'est aussi qu'il y a des gens qui peuvent naître et grandir dans le périurbain, ce qui est nouveau, ce qui est une nouvelle génération, ça, qu'on n'a pas eu, puisqu'il y avait des parcours... bon, je ferme la parenthèse. Pour moi, le pôle peut être une forme, mais à condition de conceptualiser un peu plus dans sa production des politiques publiques ce qu'il apporte et ce qui est traité en bilatéral ou en conventionnement entre les intercommunalités. Donc voilà, et mon propos de base sur la métropolisation, c'était de dire il n'y a pas une métropolisation. C'est faux de dire ça. Ma différence entre les trois catégories de métropole, il y en a... C'est des situations géographiques, enfin on revient au b.a.-ba, quoi. Il y a un moment, il y a une géographie physique, il y a une géographie humaine qui s'est implantée dans cette géographie physique, des relations, une histoire, et que du coup, il y a des situations territoriales extrêmement différentes, et que la leçon, et qu'on commence à voir avec le pôle métropolitain, avec l'outil pôle métropolitain, et qu'on commence à voir avec le droit à l'expérimentation, ce n'est pas le même costume en prêt-à-porter pour tous les territoires de France dans le mode de faire. Il y a un peu de sur-mesure. Ce qui est, pour notre État jacobin, un peu dur parfois à entendre et à comprendre. Après, parce que j'espère, ce que j'ai dit, moi, c'est pas le tout compétition. Quand on s'occupe d'eau et paysage, c'est tout sauf le tout compétition. Hein, quand on s'occupe de... Mais c'est se poser la question de quel est l'espace public dans le périurbain. Ce qui est une vraie question au jour d'aujourd'hui. La qualité des espaces publics, où est-ce qu'on fait du sport dans le périurbain? Mois de février, il y a eu 10 morts en France en vélo. Alors on dit qu'il faut porter le casque. Sauf que ces 10 morts en France en vélo, ils sont où? Ils sont en dehors des agglomérations. Là où faire du vélo, c'est dangereux parce que il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de partage et il n'y a pas d'espace. Donc, cette question
pour moi, la métropolisation, on est dedans. Enfin, voilà. On l'arrête, on ne la fait pas, on est dedans. Le stock, il est là. Alors on peut influer sur les 150 000 habitants qui vont venir de plus, mais on ne va pas déménager les entreprises, les habitants qui y sont. Donc, comment fait-on avec? Voilà. C'est une parcelle de réponse. Bon, en même temps, dans les agglomérations, quelquefois, le partage, c'est la guerre entre les différents modes. Jean-Albert, mais Jean, tu fais très très court parce qu'on va terminer. La guerre des trottinettes. Ouais. Oui. C'est juste pour ajouter un tout petit poil à gratter au poil à gratter précédent. Ça a fait avancer. Oui, non, je voulais simplement dire, bon, moi j'ai découvert beaucoup de choses et moi je voudrais quand même vous exprimer finalement une interrogation fondamentale au regard de ce que vous faites, hein, parce que vous faites un travail très brillant, mais le citoyen lambda, il n'a aucune idée de ce que vous faites, de ce que vous réalisez. Alors, qui doit le faire? Je ne sais pas, c'est pas avec 4 que vous allez faire un système de communication, je comprends bien, mais actuellement, moi je souffre de tout ce qui est... tout le public gueule tous contre les politiques, tous pourris, etc. Et pourtant, il y a un travail qui est fait, mais on ne voit que le train qui arrive en retard. J'illustre. Moi, je suis du Sud. Alors, vous savez bien que le Sud, il est toujours défavorisé par rapport au Nord. Ça, c'est historique, etc. Mais vous avez cité... C'est vrai dans tous les estuaires. Oui, oui. Vous avez cité la grande réalisation à la suite du débat sur la Loire. Alors, la montagne Saint-Jean-de-Boiseau. Bon, on est venu dans le Sud, en grande pompe, faire une réunion d'information en disant il va y avoir 2 accès. Un accès à Saint-Jean-de-Boiseau pour la Loire et puis un accès au bois de la montagne pour aller au débarcadère. Bon, et alors on nous a présenté, alors avec un planning, tout était bien. Alors ça devait être l'année dernière, il fallait une année pour examiner l'évolution des petites bêtes au Sud, et puis l'autre année, c'était les travaux. Bon, personne après ne dit plus rien, parce qu'il ne se passe rien. Bon, alors évidemment, j'ai encore dû écrire, et puis j'ai fini par avoir une réponse, et peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, l'accès par le Sud sera fait, et l'accès de Saint-Jean-de-Boiseau, ce sera dans un autre mandat, si ce n'est pas dans 2 mandats suivants. Donc, autrement dit, comment faire comprendre aux citoyens votre travail, enfin le travail que vous suscitez, parce qu'après, il dépend du politique. Moi, c'est ça ma grande question. Alors, je vous souhaite bon courage. Je crois que je vais pas répondre. Oui, mais quand même, et nous, on va travailler là-dessus. C'était la question de Jean-Yves tout à l'heure. Et on va travailler là-dessus sur le prochain mandat, parce que maintenant, on arrive à... C'est comment donner les outils nécessaires à ceux dont c'est la fonction de faire ça. Mais on n'a pas les outils que sont mes 1800 conseillers municipaux, entre guillemets, de se rendre compte, parce que ce sont leurs rôles, et c'est discuté. Et nous, je pense qu'on a à mettre en place les outils, on commence à y réfléchir, pour leur permettre de faire se rendre compte, parce que c'est pas de faire une lettre qui serait dans toutes les boîtes aux lettres des 400 000 logements qui servirait à quelque chose. Ça dépenserait énormément d'argent pour un résultat très 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 partiel, voire inexistant. Donc on s'interroge beaucoup, mais je vous remercie de ces questions parce que ça nous interroge beaucoup, et ça a interrogé les élus aussi du pôle en bureau le 19 février dernier à la présidente. Comment fait-on savoir ça Enfin, voilà, c'est une vraie question dans une surabondance d'informations qu'on a tous. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel nous avons encore à travailler.